Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin comme tous les autres matins pour ce premier point d'information sur RTI 1. Vous regardez le 6h30. Le ministre conseiller spécial du chef de l'État s'est rendu mardi au Burkina Faso. À Ouagadougou, Ali Koulibaly était porteur d'un message du président Alassane Ouattara au président de la transition du Burkina Faso. Le commentaire de Viviane Aïma. Dans l'objectif d'unir toutes les forces vives du Faso afin de faire bloc contre la montée du péril terroriste ainsi que les conflits intercommunautaires dans ce pays, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a initié récemment un processus de réconciliation nationale pour réconcilier tous les fils et filles du Faso à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans ce cadre, il avait décidé d'une rencontre de concertation au sommet entre les anciens chefs d'État du Burkina Faso. Une initiative à laquelle le président Blaise Compaoré a donné son assentiment en acceptant de se rendre le 8 juillet dernier à Ouagadougou pour répondre à l'invitation du président Paul-Henri Damiba. Toujours dans le souci de voir le Burkina Faso retrouver la paix et la sécurité. Ce mardi 26 juillet, le président Blaise Compaoré, faisant preuve de grandeur d'esprit, a, dans une lettre adressée au peuple burkinabé, fait son mea culpa et demandé pardon. Le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, était porteur de ce message au président Paul-Henri Damiba. Il était accompagné par Djamila Compaoré, la fille du président Blaise Compaoré. J'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sans s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso, le président Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple burkinabé, le peuple frère du Burkina Faso, entende ce message extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, par humanisme et en raison des valeurs auxquelles il croit, au nom desquelles il y a la dignité humaine et le respect de l'intégrité des personnes. Le Burkina Faso réconcilié, gage important pour résister efficacement devant l'avancée du terrorisme. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étant 2 pays voisins, 2 pays frères, devant faire front ensemble contre ce mal. Autre chose, à présent, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est en visite à Cotonou, dans la capitale béninoise. Adama Bictogo prend part à la 8e Assemblée générale, une biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption.
Invité d'honneur de ces assises, Adama Bictogo a appelé les parlementaires à plus d'engagement afin d'éradiquer la corruption qui constitue un frein au développement des États. On retrouve nos envoyés spéciaux au Cotonou, Adama Sangaré et Moussa Konaté. 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlements africains contre la corruption. Les parlementaires du continent sont réunis à Cotonou, au Bénin, pour réfléchir sur leur rôle et contribution dans le combat contre le phénomène de la corruption. Chaque année, plus d'1 milliard de dollars sont versés en pots de vin, plus de 2600 milliards détournés. Le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Elle constitue une menace pour la stabilité des institutions qu'elle rend d'ailleurs inefficaces, une menace pour la sécurité de nos États avec des guerres partout. Elle sape la démocratie, elle annihile le droit de l'homme, elle dérègle les mécanismes de fonctionnement des États. La corruption, un fléau qui fragilise l'économie des États et qui freine le développement. Les parlementaires africains dénoncent la pratique et n'appellent donc à une synergie pour une lutte efficace. Nous, parlementaires africains, sommes donc clairement interpellés pour jouer notre partition dans le combat contre ce mal, en plus des procédures juridiques fondées sur les dispositions anticorruption efficaces du droit pénal. Les commissions parlementaires d'enquête peuvent permettre de mettre en évidence les responsabilités politiques impliquant le gouvernement dans les allégations de corruption. Invité d'honneur de cette rencontre internationale, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, partage sa vision sur l'engagement des parlementaires face au phénomène de la corruption. Notre statut de représentant et porte-voix des peuples nous octroie la légalité et la légitimité nécessaires pour contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans nos États respectifs en proposant des mesures vigoureuses en vue d'endiguer la corruption. Il paraît opportun que nous, parlementaires, nous nous approprions quelques grands principes et valeurs inhérents au parlementarisme. Il s'agit entre autres des principes de transparence, de reddition des comptes et de redevabilité envers les populations, nos mandants. Il faudrait que les parlementaires que nous sommes n'hésitions pas à prendre la parole, à expliquer les lois et à inciter les milieux associatifs, le secteur privé et d'autres acteurs clés à s'impliquer activement dans la lutte contre la corruption. Le président Adama Bictogo se prononce également sur les initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour stopper ce mal qui se dresse contre le développement économique des pays. En 2012, le gouvernement ivoirien a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et celle des Nations unies. En début d'année 2022, notre Assemblée nationale a adopté à l'unanimité de ses membres le protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre la corruption. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption existe depuis 1999. Sa mission, participer activement aux actions de lutte contre la corruption dans les États africains. Retour en Côte d'Ivoire et on s'intéresse maintenant au domaine des hydrocarbures avec la mise en service du tout premier butanier battant pavillon ivoirien. C'est le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly qui a procédé au lancement officiel. Il est bon de rappeler que ce navire peut transporter près de 22 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. Plus de détails dans ce reportage de Lonsiné Bakayoko. Ce navire-citerne dédié exclusivement aux importations de gaz butane en Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat entre la Société nationale d'opération pétrolière et le groupe privé nigérien Sahara. L'acquisition de ce butanier vient anticiper les risques de pénurie de gaz butane, surtout que la consommation nationale reste fortement tributaire des importations à hauteur de 90%. La capacité de stockage actuelle de notre pays ne nous couvre que sur 10 jours, pour un objectif de 60 jours. Dans un tel contexte, pour sécuriser nos approvisionnements, il nous fallait disposer de moyens propres de transport tout en augmentant nos capacités de stockage.
La mise en service de ce tout premier butanier battant pavillon ivoirien va être couronnée par un projet de construction d'une sphère de stockage de 12 000 tonnes métriques. Pour rendre le gaz butane plus accessible aux ménages et éliminer à terme le recours au bois de chauffe, l'État subventionne le prix d'achat du gaz sur l'ensemble du territoire national. C'est en moyenne près de 30 milliards de francs CFA de subventions annuelles que l'État accorde aux ménages. C'est le lieu d'en appeler au sens du civisme de nos concitoyens, notamment ceux qui utilisent le gaz comme moyen de combustion pour les véhicules de transport. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, qui affiche sa détermination à relever les défis liés notamment à la découverte de l'important gisement pétrolier baleine et l'augmentation du parc électrique pour faire face aux besoins de croissance, a pu visiter ce butanier capable de transporter 22 000 tonnes métriques dans ses différents compartiments. Conclusion, les ménages utilisant le gaz butane n'ont pas à s'inquiéter. On regarde maintenant de près le point de la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mardi 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 957 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 52 guéris et 0 décès. À la date du 26 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 85 055 cas confirmés, dont 84 073 personnes guéries, 810 décès et 172 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 575 293. Le 25 juillet, 84 501 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 17 034 907 doses du 1er mars 2021. Le 25 juillet 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans le centre dédié. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours, le virus de Marburg est présent au Ghana. C'est le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique qui l'a annoncé hier mardi. Il s'agit d'une fièvre hémorragique hautement contagieuse et similaire à Ebola. Le ministère de la Santé en appelle donc à la vigilance et à la coopération des populations. L'éclairage de Patricia Omoetia. 2 cas de la maladie à virus Marburg, une fièvre presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés au Ghana début juillet. Depuis la date du 17 juillet 2022, le Ghana, qui est un pays voisin, un pays frère, a déclaré une épidémie de la maladie à virus Marburg. L'épidémie est survenue dans un endroit qui est au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, au niveau du nord-est de la Côte d'Ivoire. Les zones à risque sont Bondoukou, Téini, Doropo et Bouna. Cependant, le professeur Beignet Joseph rassure. La Côte d'Ivoire a pris des mesures, notamment le contrôle des frontières et la mise sur pied d'un comité de veille. Face à cette situation, les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris les devants en donnant un certain nombre d'instructions, notamment en diffusant des directives sur la maladie aux régions sanitaires, aux districts sanitaires, à tout le personnel de santé de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour qu'ils sachent, ce personnel-là, reconnaître les signes de la maladie et puis alerter rapidement pour qu'on prenne en charge les cas suspects qu'on aura identifiés. Pour le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, la menace reste permanente, car il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviraux approuvés pour traiter le virus. Les mesures de prévention doivent donc être appliquées. En tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a aucun cas de maladie à virus Marburg en Côte d'Ivoire. Nous devons éviter de manipuler un animal qui est mort, un animal sauvage surtout qui est mort, ou bien le consommer. Si nous consommons la viande, il faut que ce soit la viande bien cuite. Et nous devons également éviter de toucher les urines, le sang de personnes
qui peuvent être suspects de cette maladie. L'OMS avait annoncé en septembre 2021 la fin du premier épisode du virus de Marburg en Afrique de l'Ouest, 42 jours après l'identification d'un cas unique en Guinée. Des flambées et des cas sporadiques avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Dans l'actualité internationale, cet effectif en Tunisie, l'instance électorale a annoncé mardi soir le résultat du référendum sur la nouvelle constitution. Le texte porté par le président Kais Saied accorde de larges pouvoirs au chef de l'État. Selon les résultats officiels préliminaires annoncés, le oui l'emporte à une écrasante majorité, mais avec une faible participation d'ailleurs dénoncée par l'opposition. Et puis, quelques 75 députés de gauche ont alerté hier, mardi 26 juillet, le président Emmanuel Macron, actuellement en visite sur le continent, dont le Bénin. Il s'agit d'une alerte sur les dérives autoritaires dans ce pays et la situation alarmante des prisonniers politiques. Les élus évoquent principalement les condamnations de l'ancienne garde des Sceaux Rekia Madougou, condamné à 20 ans de réclusion pour terrorisme, et du constitutionnalisme Joël Aïvo à 10 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État à la mi-décembre 2021. On s'arrête ici pour ce tout premier point d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.